Bonjour et bienvenue dans Kino Duo, le podcast en binôme. Je suis votre hôte, le double de Jean Weber, et la réplique exacte de mon cinébuddy est... Philippe Sedbon, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'invasion des profanateurs sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon cinébuddy, ou en tout cas une approximation très réussie de toi, pour parler ensemble de toutes les incarnations des Body Snatchers, mais en particulier celle de 1978 de Philip Kaufman, ma préférée, peut-être la tienne aussi, comme on va le voir dans le courant de l'émission. Oh oui. 1978, année dominée au box-office par deux films d'hommes, Midnight Express et La Cage aux Folles. Mm. Cette année voit également naître les excellents Daniel Brühl et Justin Long et s'éteindre John Cazale et Ed Wood. Ils sont tous égaux maintenant. Mais avant que la métamorphose de Philippe ne soit complète, pour le synopsis du film, n'oubliez pas surtout de liker, de partager, de commenter, de follower, de vous abonner et de souscrire partout où vous écoutez et regardez la chaîne Abracadapod, en particulier sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Mais pour l'heure, Philippe, un homme qui a la main verte, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. L'invasion des profanateurs, version 1978, c'est l'invasion de la Terre, tout simplement, par des extraterrestres, mais pas des extraterrestres habituels. C'est-à-dire, ils n'ont pas des jambes et des bras, ils n'ont pas des têtes affreuses. C'est des petits champignons, des petites choses qui font des fleurs et qui reproduisent les êtres humains sur la Terre et les remplacent, tout simplement. C'est ce qu'on peut réellement appeler le grand remplacement, là, pour le coup. Et petit à petit, il n'y a plus que des pods, je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs, des cosses. Podcast, je Oui, crois. c'est ça, non, des cosses. Ah ouais, ouais. Et ces cosses remplacent les hommes et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils font des cadavres, mais en tout cas, ils les remplacent et ça devient un monde aseptisé, froid, dur, sans sentiment, sans rien. Voilà. En gros, le Par- pitch. Parfait, mon petit duplicata. Alors, avant qu'on entre dans la genèse du film, en fait, non. Pour la première fois depuis le film de Don Siegel, qui est l'original, on voit ce qu'ils font des cadavres, puisqu'il y a une présence de camions poubelles à travers tout le film, un petit peu comme dans Soleil Vert dont nous avons parlé récemment. Et on voit le Mhm. mari, par exemple, de l'héroïne du film, se débarrasser de son cadavre dans la poubelle au début, dans le camion poubelle, et voir les vestiges de qui il a été s'éloigner au loin dans ce camion poubelle. Et on voit tout au long du film Ah, des camions poubelles qui ont ces cosses, ou en tout cas les espèces de restes de ce que tu as, de l'enveloppe, littéralement l'enveloppe charnelle que les ouais, hommes ont parce été avant d'être à un moment, il y a remplacés. une, tu sais, à un moment quand sa copine meurt dans ses bras, Donald Sutherland, elle Ouais, fond littéralement. ouais, Elle se décompose dans ses bras. ouais, c'est vrai. Donc on ne sait pas très bien effectivement s'il jette les corps ou s'il se décompose tout seul sur place. C'est-à-dire ce sont des règles un peu étranges, parce qu'on va voir dans le cours du film, il y a quand même un truc qui m'avait terrorisé quand j'étais petit, c'est ce clochard qui se retrouve mélangé avec son chien. Et Mm. c'est-à-dire que ça, c'est quand même, on voit que les Cosses peuvent avoir, être assez, rater un peu leur cible et faire des mélanges étranges et des atrocités, comme on voit à cette occasion quand même. C'est vrai. Il y a une marge d'erreur chez les aliens. Mais donc, on va commencer au début, comme d'habitude. Et au départ, il y avait un livre en 1955, un livre de Jack Finney, donc qui est un livre de science-fiction d'horreur. Je crois que c'est mon genre préféré de science-fiction, c'est quand elle est matinée d'horreur, comme Alien, comme The Thing. On va beaucoup parler de tous ces films parano, tous ces films d'invasion extraterrestre. Mais c'est vrai que là, c'est très réussi, c'est sérialisé au début, et il y aurait quatre films. Alors, j'ai été content d'apprendre que tu as revu l'original de Don Siegel de 56 pour Oui, parce que l'émission. comme il y a beaucoup d'allusions à ce film dans celui de Kaufman, je m'étais Ouais, dit, je vais les recompter, les allusions. Il y en a effectivement beaucoup, hein. Et d'abord, c'est une adaptation, je pense, améliorée du scénario d'origine de ouais, 55, 56. ouais. C'est une vraie amélioration parce que là, il globalise le problème, alors que dans le film de Siegel, ça se passe dans une petite ville de province et on n'a pas du tout l'impression que ça va se propager à la terre entière. T'as l'impression qu'il y a une grosse, voilà, un gros malaise dans la petite ville, mais que ça va peut-être pas aller tellement plus loin.
Alors que dans le film de Kaufman, tu as compris tout de suite que c'est global et que ça va détruire l'humanité, quoi. Absolument, mais c'est un des meilleurs remakes de l'histoire du cinéma, je trouve. Et C'est le meilleur. Ben, c'est le meilleur parce qu'il améliore vraiment. voilà, bah, la manière de la mouche avec Goldblum, avec ton ami Jeff, que tu as Mm. eu le bonheur de diriger, dont tu vas nous parler beaucoup, puisqu'il est très présent dans le film, ou en tous les cas, c'est un des rôles principaux. Bah, effectivement, ce que j'aime dans ces films, c'est qu'à la manière des westerns, les films d'horreur en particulier, parlent de l'époque dans laquelle ils s'inscrivent, si tu veux. Et là, aussi Mm. bien les zombies de Romero nous parlaient des droits de l'homme du Vietnam, bah là, cette fois-ci, on parle également de cette parano qui baigne le cinéma américain depuis Nixon, depuis le Watergate, depuis le Vietnam, depuis tous Et les assassinats. le premier film aussi, puisqu'il parlait du macartisme, lui. C'est Il ça, parlait de c'était là. tes amis qui te dénoncent, des gens à qui tu peux plus te fier. Il parlait de tout Exactement. ça quand même. Et Là, la je sais pas exactement de quoi. Oui, il parle du Vietnam, il parle de la perte de confiance aussi, celui de Kaufman, mais de la perte d'identité aussi. Oui, c'est ça, la Et déshumanisation, toujours ce conformisme. Et cette fois-ci, ça introduit aussi la peur des psys, tu sais, ces personnes mm, qui rentrent dans ta vie à la manière de Léonard Nimoy. Et j'ai trouvé un truc qui m'a intéressé, c'est que, qui m'avait échappé la première fois, c'est que ça m'a fait penser à la scientologie. Alors, je ne sais pas si Philippe Kaufman, le metteur en scène dont on va parler aussi dans quelques instants, a été approché par la scientologie, parce que là, le méchant est un psy. Pareil pour la mm. scientologie, les méchants sont les psys, tu sais. Et puis, ces gens qui envahissent ta vie avec des sourires me font beaucoup penser à des sectes ou à des cultes. Et c'était pas très longtemps après Jonestown, tu sais, où Jim Jones avait emmené tout le monde en Guyane et avait suivi tout le monde avec le Kool-Aid, cette boisson empoisonnée, tu te rappelles? Ouais, j'ai trouvé bizarre, moi, le casting de Leonard Nimoy. Il est très bien dans le film, mais comme c'est quand même l'extraterrestre le plus connu de la télé avec Mr. Spock, je trouve ça étrange de lui faire rejouer un psy qui ne croit pas aux extraterrestres. Alors, c'est peut-être un clin d'œil humoristique, très probablement d'ailleurs, mais Bah, ça le c'est décrédibilise un intéressant ce tout que petit tu dis peu. parce qu'il y a une dimension méta effectivement dans le casting de Philippe Kaufman où Mm. tout d'un coup il prend comme tu dis, l'extraterrestre le plus connu de la télévision, mais surtout un extraterrestre qui est connu pour n'avoir aucune émotion. Tu te rappelles, à chaque fois, il n'arrête pas de dire, à chaque fois que Shatner surjoue devant lui, il n'arrête pas de dire hautement illogique. Tu vois, il comprend pas du tout cette espèce Mm. d'être humain qui en fait des tonnes. Difficile de comprendre Shatner, ceci dit. Mais là, il le prend parce que justement, petit à petit, il renonce à ses émotions en épousant la cause extraterrestre. Il devient tout d'un coup une espèce de machine, sans aucune haine, sans aucun amour. C'est bien écrit d'ailleurs. C'est là où ils vont Oui, un oui. peu plus loin que le film de Don Siegel, que j'aime beaucoup quand même. Néanmoins, avec Kevin McCarthy qui fait un caméo extraordinaire, on pourrait penser que c'est le même rôle qu'il reprend d'un film à l'autre, mais apparemment, c'est pas le même nom de personnage. Ah d'accord, parce que là, il n'a pas de nom, le mec. Dans le film de Kaufman, on le voit courir dans la rue, prévenir que ça va être une invasion horrible, et puis il se fait écraser par une voiture. Donc, Mais c'est vrai que pour terminer sur le film de Seagal, il était quand même très très bien foutu. Il y avait cette parano avec justement la menace communiste aussi, tu sais, et oui, qui oui. était très présente en dehors du macartisme. Et puis effectivement toujours cette dénonciation et le fait que cette personne avec qui tu travailles chaque matin, que tu aimes, n'est plus la personne avec qui tu as passé Mhm. 20 ans de ta vie. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. Et c'est la base de tous ces grands livres de science-fiction comme La Chose ou de tous ces grands films de science-fiction où tout d'un coup, même le village des damnés, je pensais, ça m'a fait penser aussi, tu sais, avec ces enfants qui arrivent et qui ne sont plus des enfants. Et ça, c'est la même chose. Tu as le Puppet Master aussi. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Non, je crois pas C'est que je l'ai d'après un vu, celui-là. roman de Robert Heinlein où, une fois de plus, les extraterrestres prennent l'apparence des êtres humains. Et ça, c'est toujours très, très payant. Et puis, bien sûr, à la télévision, David Vincent, Les Envahisseurs, est un peu Bien sûr. ouais, Bien sûr, c'est vrai que c'est parti. C'est peut-être parti des profanateurs d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de points communs. je pense. Bah donc 56 première adaptation, 78 plus donc plus hippie, plus comme on disait après le Vietnam, plus politisé comme adaptation, plus sociale et très intéressante, plus profonde. Suivent deux autres adaptations que tu n'as peut-être pas vues, qui est celle de 93. Je crois J'en que ai c'est vu celle une. d'Abel Ferrara de Oui, 93. je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu. Ouais. Elle me laisse pas, aucune des deux ne me laisse un souvenir impérissable. Je crois les avoir vues toutes les deux. Il y en avait une avec Daniel Craig et Nicole Kidman, et l'autre Ah oui, peut-être. c'était pas trop nul. Ouais, C'était pas qui trop s'appelait nul. The Invasion. Et Ouais. une autre, je crois que c'était avec Forest Whitaker, mais elle n'était pas aussi marquante que les deux premières de la série par Philippe Kaufman. Philippe Kaufman, c'est lui qui avait fait
qui avait été viré de José Wells par Clint Oui, Eastwood? ouais, ouais, Ah, c'est ça, voilà. absolument. Quelques années plus tôt, d'ailleurs. Il y a Ouais. que 4 ans ou 5 ans plus tôt. Et c'est lui qui ferait aussi l'étoffe des héros, donc c'est un metteur en scène qui est quand même vachement Ouais. intéressant, ouais. Ouais. Ah, c'est son chef-d'œuvre, l'étoffe des héros. Mais maintenant que j'ai revu l'invasion des profanateurs, je me dis que c'est quand même aussi son chef-d'œuvre. Ouais. C'est Je vraiment suis d'ac- à égalité, quoi. je suis d'accord. Et puis, en particulier, on dit les grands metteurs en scène font toujours des grands castings. Bien, c'est le cas. Et tu vas nous en parler aujourd'hui avec quelqu'un que tu as connu aussi et qui malheureusement nous a quittés récemment. Et cette émission est l'occasion de lui rendre hommage. Le grand, le très grand, le regretté Donald Sutherland, qui est magnifique C'est dans le peut-être film c'est peut-être un peu exagéré de dire que je l'ai connu. Disons que je l'ai croisé pendant des années parce qu'il habitait près de chez moi à Paris. Donc je veux bien frimer en disant que j'étais super copain avec Donald Sutherland, mais c'est pas très vrai. Non, mais en revanche, Jeff Goldblum, tu vas nous parler de Jeff Goldblum aussi, qui fait partie du casting. Mais pour parler de Sutherland, c'est un type extraordinaire parce que là, il est quasiment au sommet de son stardom, d'une certaine Ouais, manière. j'ai regardé, en fait, il sortait de Casanova, de Fellini, Ok, et il allait vers le film de Robert Redford, formidable, qui s'appelait Des gens comme les autres. c'est ça. Voilà. Et il était formidable dans ces trois films-là. C'est vraiment le sommet de sa carrière, je pense. Oui, il Il a jamais véritablement eu de passage à vide. Parce que, ouais, il a peut-être Non, fait des moments, il a peut-être fait des second rôles par moment plus que des leads. Mais c'est un mais type qui a il travaillé. était un peu comme Michael Caine, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il tournait tout ce qu'on lui proposait pratiquement. Il a quand Oui, même c'est fait vrai. 200 films. 200 C'est films. vrai. Mais tu regardes ce qu'il fait dans les Hunger Games, dans le rôle du président Snow. On peut ne Mm. pas aimer les films parce qu'ils sont effectivement comme les films de Twilight, tu sais, pour les young adultes, comme on dit en Amérique. Mais lui, il est formidable dedans. Il fait un méchant super, il est encore extrêmement menaçant et il a rien perdu de sa superbe. Et là, dans L'Invasion des Profanateurs, il fait un héros très étonnant parce qu'il a repris sa permanente de Don't Look Now, tu as vu, avec sa Oui, moustache. oui. Il a le même look que dans American College, tu sais, où il faisait un Oui, c'est professeur. vrai. C'est une époque où il a vraiment une drôle de tête pour jouer un héros. Et en particulier, c'est vrai que c'est très inspiré des films noirs, puisque c'est une enquête. Mais contrairement aux détectives et aux flics habituels, il travaille pour le département de la santé. Et ça, c'est très Voilà. intéressant comme dimension, parce que c'est rare d'avoir un type qui commence dans les cuisines de Ratatouille, tu sais, le dessin animé de Pixar, on trouve une crotte de rat dans la C'est soupe. ça, son ennemi est la crotte de rat. Et, mais ce que j'ai trouvé formidable dans le choix de Sutherland pour le rôle, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais à l'époque, on était quand même dans les années 70, et ce genre de rôle était dévolu à Charlton Heston. Oui, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire, là, c'est pas du tout un grand athlète viril et tout ça, qui a un boulot où il est savant, où il est capitaine dans l'armée. Enfin voilà, il n'est pas du tout ça. C'est effectivement un petit fonctionnaire timide qui n'ose pas aborder la femme qu'il aime, qui est un gentil type, mais qui est un peu falot, quoi. Et je trouve que c'est une idée géniale de C'est prendre un très monsieur tout intéressant le parce que monde. ça me fait penser à ce que nous disait Laurent, tu sais, Laurent Vachaud sur le casting original de Jaws, où il pensait justement à des gens comme Charlton Heston. Et Mm. si ça avait été dans L'invasion des profanateurs à Charlton Heston, c'était plus du tout le même film. Alors que là, tout d'un coup, on a Non. véritablement un passage, bon déjà depuis quelques années, à un nouvel Hollywood, qui fait que les héros ont la tête de Donald Sutherland et plus effectivement ce grand type. Et donc, on peut s'identifier bien plus facilement avec Donald Sutherland qu'avec une espèce de machine de guerre comme Charlton Heston, qu'on admirait peut-être, mais en tout cas à qui on pouvait et on n'avait pas envie de ressembler. C'est vrai que c'est un travail parallèle à celui de Pacino ou De Niro que fait Sutherland, bien qu'il ait incarné plus souvent des méchants à cause de cet étrange Ouais. visage. On se rappelle de lui dans 1900 et puis dans plein de films. Il aurait pu se McDowelliser. Il a quand même Ouais. réussi, avec des rôles, à se réinventer à chacune des étapes de sa carrière, même s'il n'a pas, il n'est jamais devenu même un Christopher Walken. Ça a quand même été un acteur exceptionnel qui a toujours pu jouer des Mm. méchants, jouer de la comédie, jouer du drame et se Mais maintenir. il a aussi une carrière internationale, ce qu'on n'a pas tous les acteurs qu'on vient de citer là. C'était Oui, un c'est vrai. acteur qui joue aussi bien en France qu'en Italie, qu'aux États-Unis, qu'au Canada. Il a joué à peu près partout, hein, Sutherland. Il a tourné Et, avec Chabrol, non, si je ne m'abuse. oui, oui, oui. D'après un Ouais. roman, tu sais, où il jouait le flic Steve Carella, tu sais, d'Ed McBain, le roman Ah, c'est d'Ed ça. McBain. Voilà. Étonnant. Bah, il est absolument fantastique parce qu'il a beaucoup, beaucoup de charme et puis on croit en lui.
en, en détective du département de la santé. C'est ce qui est drôle, c'est qu'il s'est très bien caractérisé. T'as vu, il fait la cuisine à un moment et on sent qu'il sait vraiment faire la cuisine. T'as vu, quand il coupe les oignons ou le fenouil, il le fait sans se couper les doigts, alors que moi, il y aurait déjà mes doigts sur la table. Et tu sens que le gars, il cuisine vraiment. Et le film a une sensualité quelque part. C'est drôle, hein, parce qu'on sent c'est les années 70 et ces couples ont l'air de vrais couples. Et il se passe quelque chose. Tu as toute une partie du film qui ressemble à du théâtre où on est dans un spa, tu sais, avec des bains turcs, avec Jeff Goldblum. Et le film, tout d'un coup, a quelque chose de très organique. Et j'avais oublié, comme pour The Thing, un truc que j'adore, qui est quand on commence dans l'espace. Tu te rappelles quand on commençait sur la... Tu te rappelais quand Pas on du commençait tout. sur la planète mourante des aliens? Ouais, non, non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'on voit ces espèces de matières gluantes qui dégoulinent sur la végétation, etc. Moi, je Ouais, trouve que c'est une entrée en matière absolument géniale parce que ça nous fait accepter tout le reste. ouais, C'est-à-dire, ils nous montre ça comme un documentaire. ouais. On a mis une caméra sur Mars et on vous montre ce qui se passe pour qu'ils arrivent jusqu'à chez nous. Et J'adore. quand tu arrives à gober ça, bah, le C'est tout reste, con, c'est tout con. Et puis tout d'un coup, c'est ouais. d'abord titre alternatif, la fin des haricots. Mais c'est ce que j'adore, c'est quand les effets spéciaux, tout d'un coup, t'as pas besoin de 100 millions de dollars de numérique, de CGI, de fond vert, de tout ce que tu veux. Tu as simplement un peu de barbe à papa qui s'élève dans les airs avec des Ouais. filtres, tu vois, des gels Oui, sur des lumières. puis ça déclenche l'imaginaire. C'est-à-dire, tu te dis, oui, pourquoi ça ressemblerait pas à ça, un alien? Ouais, C'est exactement. pas forcément un grand cafard avec des griffes et tout ça. C'est peut-être Ça, voilà, j'adore. un spore, un champignon. Pourquoi pas? Absolument. Non, mais c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, on commence comme avec Superman sur une planète mourante qui est Krypton. Sauf que là, effectivement, comme tu dis, ce sont des spores. On va parler d'ailleurs beaucoup des plantes maléfiques à travers le cinéma de science-fiction et d'horreur dans le cinéma. Ça, c'est un thème qui m'intéresse aussi. Mais tu te rappelles que dans The Thing de Carpenter, on commençait également dans l'espace avec le Oui. vaisseau de l'alien Ouais. qui s'approchait de la Terre. Et puis c'est très bien fait parce que quand on est dans la ville au début, tu as raison, on n'est plus dans cette petite ville des États-Unis qu'on avait avec Don Siegel. On est dans une vraie ville qui est San Francisco, je crois. Ouais. Et on a, à travers la presse et à travers les réactions des gens, on voit petit à petit l'invasion qui commence à germer. Comme on avait dans World War Z, ça m'a fait penser aussi au film de zombies, tu sais, parce qu'effectivement, Mhm. petit à petit, on est Et tu as possédé, vu quoi. comme c'est finement amené avec presque rien, enfin aucun effet. La première fois qu'on voit des possédés, c'est elle Ouais, qui renifle une fleur, donc une fleur alien, elle ne sait pas ce que ouais, c'est. Et ouais, ensuite, la caméra chope une maîtresse d'école avec ses élèves, et la ouais, maîtresse d'école la regarde avec un œil méchant, ouais. elle suit Brooke Adams des yeux avec un air pas sympa, et la caméra panote encore et tombe sur Robert Duval, qui est un prêtre sur une balançoire, qui apparaît 10 secondes dans le film, mais qui a un air pareil. Il fait de la balançoire avec un air complètement fermé et effrayant, quelque part. Très effrayant, ambiance la malédiction. S'il y avait eu le thème de Jerry Oui, Goldsmith derrière qui démarrait, là, j'aurais pas été surpris. Il y a un truc qui est très bien fait au début quand cette invasion se passe en background, c'est-à-dire elle n'est pas c'est devant ça. nous. C'est quand elle marche et qu'elle va tout d'un coup au boulot, tout simplement. Il y a des gens qui courent autour d'elle, tu as vu? C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est très bien fait quand tout d'un coup, parce que ça disrupte l'écosystème du film. Et tout d'un coup, tu sens, sans qu'on te le dise, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors qu'en fait, après coup, en réfléchissant, il va être en train d'aller choper quelqu'un qui est réticent, qui n'a pas envie de se faire C'est ça. poder. C'est ça, mais il y a plusieurs personnes qui tout d'un coup se mettent à courir comme ça. Et Ouais. ça me fait penser, ça m'a fait penser à une anecdote formidable qui était un assistant. Je sais pas si c'est pas sur un film de Losé où tout d'un coup il y avait un assistant qui devait faire bouger, je te l'ai peut-être déjà raconté, mais qui devait faire bouger Non? plein de figurants dans un aéroport, tu sais. Et il y a un truc que tu sais, c'est qu'au cinéma, les figurants ont une espèce de démarche de figurants. Tout le monde se met à marcher à la même allure, qui n'est ni rapide ni lente, et tout d'un coup, tu as un truc très homogène et tu te retrouves dans un téléfilm très rapidement. Or, ce premier assistant a une idée de génie. Il a pris son mégaphone, son haut-parleur, et il a dit: les bruns, vous avancez vite et les blonds, vous marchez lentement. Et tout d'un coup, tu as eu une espèce de ballet qui s'est créé avec les gens de couleurs de cheveux différents. Et c'était magnifique. C'était la vie qui était entrée dans le film tout d'un coup, tu vois. Et là, ces espèces de. Je croyais qu'il allait hurler, c'est l'heure du déjeuner. Ouais, tout le monde se précipite. Non, mais là, c'est vrai que ça casse, ces cassures de rythme font que tu as tout d'un coup, comme dans les morceaux de jazz, tout d'un coup des trucs qui Ouais, ouais. interrompent le.
Mais le film, et ça, c'est bien c'est fait. un vrai malaise le début de ce film, parce que d'abord, on sait pas, a priori, on ne sait pas de quoi on va parler dans le film, Ouais, ouais, mais on voit des attitudes anormales, on voit comme tu dis, des rythmes pas ouais, habituels, ouais. et les gens, nos héros ne les remarquent pas forcément, nous, on le remarque. Tu vois, enfin, il y a Mais plein de petites parlons un choses, peu hein. du rythme du film, parce que c'est agréable quand c'est bien fait. Ce qu'on appelle le slow burn, tu vois, cette espèce de build-up qui est assez lent et qui est la marque des films des années 70. Et ce que j'aime dans ce film-là, c'est que c'est aussi bien un film de science-fiction qu'un film d'horreur, mais aussi un film parano comme Les Trois Jours du Condor ou comme Les Hommes du Président. Tu vois, il y a toute Complètement. cette paranoïa dont on parlait qui imprègne le film. Et il y a cette écriture que je trouve formidable moi, dans ce genre de film, et surtout dans celui-là, c'est que quand on voit Jeff Goldblum et sa femme qui tiennent un espèce de sauna un peu lugubre, lui c'est un poète, il n'arrive pas à faire lire ses poésies, il est jaloux de Ouais, tout le monde, elle est ouais, gentille, c'est une main verte, elle essaye de l'aider, mais bon, elle n'a pas l'air très futée. Et les deux, leur dialogue n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire ça ne fait pas avancer l'histoire de film, par contre ça les type complètement. ouais. Donc après, t'es pas indifférent à leur sort. Tu sais, tu vois, tu connais leur personnalité, tu connais leur milieu, et Ils ça ne existent, servait c'est pas à vrai. l'histoire. Ils ont un côté hipster, un peu bohémien, effectivement, avec leur étrange bain turc, un peu, comme tu dis, lugubre, louche, avec ces gros hommes qui baignent dans des bains de boue, tu savez. C'est très curieux. Et donc, parlons un peu de Jeff Goldblum, parce que bon, tu l'as bien connu, parce que tu l'as dirigé dans Mr. Frost. On voit commencer à poindre à l'horizon tous les maniérismes du Oui. Goldblum qui vont m'énerver par la suite, en particulier dans les Jurassic Park. Tu sais, où il met des tunnels entiers entre les phrases et il prend des pauses étranges et tout, etc. Est-ce que tu as eu à dealer avec ça avec lui ou il n'était pas encore ce Jeff Goldblum monstrueux qu'il deviendrait Et- par la suite? Non, j'ai pas eu à me bagarrer avec lui, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'avais vu tout de suite hein, ses maniérismes. Je les ai même vus dans la série Timide et sans complexe, qui était son Ouais, premier truc en vedette, et où il avait ouais, déjà tous les maniérismes, la main qui fait comme ça, les longues pauses entre les mots, etc. ouais, Et le rôle ne s'y prêtait pas. C'est-à-dire, il avait assez peu de dialogue. Et quand ouais, il en avait, il fallait qu'il soit un peu frénétique, un peu effrayant, etc. Il ne pouvait pas se permettre tellement. Donc je me d'accord. rappelle effectivement avoir dû le diriger un peu en lui disant un peu plus vite, un peu plus, tu vois, mais ça le vexait pas parce que c'était pile dans la lignée du personnage. Il ne pouvait pas se Oui, permettre. puis tu as peut-être poursuivi un travail qu'il avait entamé avec La Mouche, avec Cronenberg, qui est justement Oui, sûrement. de travailler plus sur le personnage et un peu moins sur cette espèce d'excentricité sur laquelle il se reposerait un peu par la suite. Bon, bien sûr, il a un charisme formidable. On l'avait repéré, tu te rappelles, dans Le Justicier dans la ville. Il faisait un des voyous Oui. qui agressait malheureusement la famille de Bronson. Il était terrifiant, il est très grand, comme tu as noté, il est très maigre, c'est avant qu'il fasse de la muscu. Ouais. Et c'est un jazzman maintenant. Et c'est vrai qu'il a ce côté jazzman même dans le jeu, tu vois. Pour moi, c'est un peu du sous Nicolas Cage. T'ai-je dit que j'aimais bien Nicolas Cage? Non, on en Ah avait non, parlé. c'est qui d'ailleurs? J'arrive toujours à le ramener, t'as vu. Mais bon, Goldblum a été merveilleux, probablement dans Frost, parce qu'il dit lui-même que c'est son meilleur rôle, je crois, en interview. Il l'a dit en tout cas très longtemps et c'était très flatteur pour moi parce qu'il avait déjà Ouais. fait La Mouche, il avait déjà fait pas mal de films Ouais, connus, et hein. puis dans La Mouche, il est fantastique parce qu'effectivement, il amène quelque chose de charnel au personnage. Mm. Et comme je crois qu'il était à l'époque avec la jeune femme Gina Davis qui joue Mm. sa maîtresse dans le film, je crois qu'il y a une véritable alchimie entre les deux personnages. Mais c'est un film que je n'ai pas vu et qui serait peut-être intéressant de faire justement dans le cadre d'un kino duo ou d'un kinopod parce que c'est un des grands Cronenberg et qu'on n'a jamais visité Cronenberg encore dans le film. J'aimerais bien faire Dead Zone aussi à l'occasion. Ça, j'adore ce Ouais, j'aime film. beaucoup Cronenberg. Moi, j'adore ces deux polars, tu sais, History of Violence et Ouais. le film avec la mafia russe dont j'oublie le titre. Mais Ouais, c'était Eastern Promises en anglais. oui, absolument. Eastern Ouais, Promises. C'est deux chefs-d'œuvre pour moi. ouais. Bon, alors c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a une histoire, on va revenir au casting maintenant, il y a une histoire de Mm. caméo dans ces films, parce que tu te rappelles qu'il y avait Sam Peckinpah qui faisait un petit caméo en employé Oui. du gaz ou en postier, je sais plus, dans l'original de Seagal. Et il était d'ailleurs, Et qui est... je crois qu'il était coach pour les comédiens, il leur faisait répéter le texte, ou il y avait un truc comme Au ça. générique, j'ai regardé, il est marqué premier assistant, je crois, hein. Ah, c'est ça, bah, il avait toutes sortes Ouais. de boulots sur le plateau. Et là, on voit, apparemment, il a un caméo Don Siegel dans celui-là de 78. Il fait le chauffeur Oui, de taxi. Ouais. il fait le chauffeur de taxi, ouais, qu'on voit bien d'ailleurs. C'est plus un caméo assez fourni Ah, et c'est ça. c'est marrant. D'ailleurs, c'est pas C'est- un mauvais acteur, Don Siegel, dans le film d'Eastwood, Play Misty for Me. Il était très bien aussi, il jouait un barman. J'avais oublié qu'il jouait dedans. Je fais une petite parenthèse sur le titre français.
du Ouais, film. L'invasion ouais. des profanateurs de sépultures. Ça ne veut rien dire. Rien à dire du tout. Ils ont Rien. traduit littéralement les body snatchers, qui sont en fait des gens qui prennent les corps Oui, et c'est ça. ils ont confondu avec des gens qui extirpent les corps des tombes, si tu C'est veux. ça. Et Qui c'est est une autre resté façon. dans le remake, ils ont enlevé sépulture, parce que ça voulait vraiment rien dire, mais ça reste quand même l'invasion des profanateurs. C'est vrai. Alors, la copine de Jeff Goldblum, c'est Veronica Cartwright. Elle est formidable. C'était une des passagères Alien. des passagères du Nostromo dans Alien. Ouais. Et c'était la petite fille dans Les Oiseaux d'Hitchcock. C'est ça, extraordinaire. Et Ouais, c'était la bigote qui crachait des pépins de cerise dans Les Sorcières d'Eastwick aussi. exact. Scène inoubliable. J'ai complètement oublié le film, sauf cette scène. Mais c'est une bonne actrice, mais c'est vrai elle a été cantonnée un petit peu dans des rôles de jeune femme apeurée parce qu'elle a failli faire le rôle de Ripley, mais finalement Mhm. elle a été remplacée à la dernière minute, comme on avait vu dans la spéciale Alien, Mhm. par Sigourney Weaver qui arrive sur le plateau et on lui dit carrément à Veronica Cartwright le jour même, ah ouais désolé tu vas faire Lambert ou je sais plus comment ça s'appelait l'autre Ouais. personnage, mais Ripley ça va être Sigourney. Donc, ouais, ils ont essayé de lui vendre. Ridley lui avait dit en disant, mais oui, mais tu sais, c'est le personnage auquel tout le monde va s'identifier, tu sais. Salaud. Donc, elle a peut-être pas eu la carrière qu'elle méritait, mais c'est une espèce de sous-Sissi Spacek, et je trouve qu'elle joue très très bien, et en particulier la peur. Ça, c'est pas Oui, facile oui, à c'est faire. vrai. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Le hurlement qu'elle pousse quand elle voit le duplicata de Goldblum sur la table, le incroyable. hurlement, il est effrayant. Il n'y a Ouais. qu'elle qui peut faire ça. Fantastique. En plus, ces maquillages sont magnifiques parce que ces espèces de plantes de chair, tu as vu quand tu as ces bébés qui sortent d'Écosse, on n'est pas très loin de Rob Bottin et ses effets spéciaux sur la chose. Et c'est sur le plateau, tout est fait en C'était direct. déjà à ma grande surprise dans le premier. Ah, c'est vrai, Les ouais, bébés ouais, qui c'est sortent ça. d'Écosse, ouais. Ouais, Ouais, ouais. C'est ouais, fou. ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est effectivement ces effets spéciaux parce que il y a quelque chose, on dirait du Francis Bacon, il y a quelque chose de très malsain, il y a quelque chose de très charnel, justement, très sanguinaire. Et il y a plusieurs, c'est juste avant Alien. Veronica Cartwright, elle est quand même dans celui-là, ensuite dans Alien. Et ça reste, à mon avis, un des grands rendez-vous de la sci-fi d'horreur, ce film. Body Snatcher, celui-là, de 78, Oui, dont on oui. parle pas très souvent, mais qui est, à mon avis, un grand film culte et un grand classique, au même titre qu'Alien, un grand rendez-vous de l'horreur, je pense. La preuve, c'est que moi, je m'attendais quand même, parce que ça fait des années que je ne l'avais pas vu, mais je m'attendais à voir un film un peu vieillot des années 70. Et pas Ouais, du tout. Mais alors, non, pas du tout. ouais. C'est un grand film, il y a rien qui a vieilli dedans, et bien au contraire. Et c'est une bonne surprise de ce côté-là. On est pris ouais, du début à la fin, c'est extraordinaire. Et il y a un travail, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort, à mon avis, l'horreur élevée, tu sais, elevated horror. Donc, comme si tout d'un coup, on avait redécouvert l'horreur en faisant des belles lumières et des bons acteurs, mais c'est depuis Rosemary's Baby ou depuis Nosferatu, ça date pas d'hier non plus, si tu veux. Ouais, Et là, ouais. celui-là fait ça, parce que tu as, un travail sur le sound design qui est magnifique, tu as une lumière qui est sublime, on pourrait être dans un film de Pakula quand même, tu as vu, Ouais, c'est ouais. vraiment Et il très y a des beau. moments de magiques, et un moment que j'avais oublié et qui est absolument magique, c'est quand ils sont sur les quais, tu sais, pour aller prendre un bateau, et que tu as Ouais, la musique de Amazing Grace jouée à la ouais, cornemuse. ouais. C'est absolument extraordinaire ce moment. C'est onirique complètement, c'est fou. Non, c'est magnifiquement fait par un très grand metteur en scène. Et je voudrais citer le nom de Ben Burt, qui a fait quand même le sound design, qui est lui qui avait fait Star Wars, et qui donne vie à ces extraterrestres, et même au camion poubelle dans le background, sans parler des cris de cochon qu'ils ont mélangés pour faire cette espèce de hurlement d'extraterrestres, qui rappelle celui de la chose aussi, qui est absolument terrorisant. Quand Ouais, ouais. on entend ça dans le background avec ces gens qui courent au premier plan, parce que en plus ils courent comme les zombies de Zack Snyder ou de Danny Boyle, t'as vu, ils sont pas lents, hein, les profanateurs. Ouais, ouais. Non, mais d'ailleurs, ils ont tout d'humain. C'est un Ouais, duplicata d'humain, donc c'est normal qu'ils courent comme des humains. Et c'est en ouais. ça que le film est excessivement flippant. C'est qu'à un moment, quand ils essayent de le convaincre, Sutherland, de rentrer dans leur secte, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une espèce de secte de remplacement, il lui Exactement. dit qu'est-ce que tu as besoin des émotions, qu'est-ce que tu as besoin de l'amour, qu'est-ce que tu as besoin de. Ouais. Il y avait Et une discussion comme ça dans l'original de Seagull où il lui parlait justement de non, l'inutilité des sentiments et du fait que la vie est beaucoup plus agréable si on n'a pas cette espèce de roller coaster émotionnel. c'est possible que, je ne me souviens pas exactement parce que j'ai vu les deux films d'affilée, mais Hmm. c'est possible qu'il y ait eu des allusions. En tout cas, ce qu'il y a et qui est resté, alors que c'était très embryonnaire dans le film de Seagull, c'est le moment où sa femme, la femme qu'il aime,
Ouais, lui le trahit et ouais, qu'elle se met à hurler, il est là, il est là. ouais. Et que tout le monde, que tous les autres se précipitent sur lui, c'est une scène totalement flippante, ça. Ça, c'est une très grande tradition, j'aime beaucoup. C'est quand tout d'un coup les traîtres se révèlent. Tu sais, quand tu vois ça aussi avec les Castavets dans Rosemary's Baby, justement, dont on parlait. C'est que des gens qui étaient très proches de toi, parfois même ta famille, comme on voit, ou tes amis, etc., se mettent à pointer leurs doigts vers toi en poussant des cris de porc. Et ça, c'est vraiment terrorisant. Et ce qu'il a réussi, je trouve, avec ce cri, parce qu'on l'entend pas tant que ça, mais le dernier, quoi, celui de Sutherland, on dirait un cri végétal. C'est difficile à Ouais, expliquer. C'est ouais. comme un crissement de bois ou, C'est vrai, tu mais vois? puisque tu en parles, c'est une des grandes fins de la science-fiction, parce qu'on dit que les films d'horreur doivent se terminer de façon ambiguë, justement, ou de façon avec des images fortes qui ouvrent quelque chose sur un avenir souvent noir, si tu veux. Mais là, c'est extraordinaire. Bon, ça a été un reshoot. Ils l'ont tenu secret. Je crois pas que c'était dans le livre, mais quelle idée merveilleuse. C'est tellement plus fort que l'original, même, de Et c'est Seagull. tellement fin, c'est tellement subtil que quand on revoit Sutherland après une ellipse, tu sais, Ouais, voilà, on le retrouve en train de marcher dans la rue, aller à son boulot, et il est impassible. Et on se dit, en fait, il est malin, il essaye de se fondre dans la foule des exactement. extraterrestres. Donc c'est pour ça qu'il Exactement. manifeste rien. On n'imagine pas une seconde qu'il est devenu C'est extraterrestre. très intéressant parce que moi j'avais oublié ce petit épilogue, tu sais, à la fin où tu avais ces petites scènes où il est totalement rentré dans le moule, tu vois, conforme à ce qu'on attend de lui. Et je pensais effectivement aussi qu'il était en train d'essayer de les leurrer, comme on Ouais. dit, parce que si tu fais semblant de pas avoir d'émotion, tu peux te faire passer pour l'un d'entre eux. Mais effectivement, il est déjà assimilé. C'est terrible, hein? Elle est formidable cette fin. Et c'est elle, la pauvre Veronica Cartwright, qui arrive à le rejoindre, qui elle-même n'imagine pas une seconde qu'il a Ouais. pu tourner. Et en Mais c'est fait, drôle parce que même si on la voit venir et qu'on la connaît, cette femme, parce elle a été parodiée dans Les Simpsons, dans plein de choses, etc. Et puis quand on connaît le film, et puis on est quand même surpris. C'est quand même choquant, si tu veux. ouais, ça fait partie de ces fins, tu sais, qui m'ont toujours fait marrer. C'est par exemple Casablanca, tu sais. Dans Hmm. Casablanca, à la fin, tu te dis, quand tu revois le film, tu dis peut-être cette fois, elle va rester avec Bogart, tu vois. Et là, tu regardes l'invasion des profanateurs et tu te dis peut-être cette fois, il s'est pas laissé avoir, tu sais. Non, mais c'est vrai, mais c'est un film qui est emblématique de la fin de la contre-culture aussi en Amérique, tu sais, justement, où ce moment où les hippies, qui sont représentés un petit peu par ces jeunes couples, en particulier par Goldblum et sa femme, et Ouais, Norbin Turc, sont assimilés par ce que vont devenir les yuppies, tu vois, c'est l'arrivée de Reagan, c'est des Live aussi, tu sais, le film de Carpenter où tout d'un coup on mettait des lunettes et tu ouais, avais ouais. ces yuppies qui avaient totalement assimilé la culture américaine. Ben là, c'est la fin justement de cet anti-establishment et avec cette espèce de gourou New Age qui est Léonard Nimoy. Mais on peut faire une petite parenthèse rapide sur les plantes monstrueuses au cinéma. Donc tu avais effectivement la petite boutique des horreurs, tu te rappelles, de Corman, Très bien. qui Feed était me, feed me. Feed me. Audrey 2, ouais, qui était un modèle genre. Mais je voulais te savoir, est-ce que tu as vu un film qui s'appelait Les Ruines, The Ruins? Oui, très bien, C'était bien, c'était excellent ce très bien. film. Ouais. Ah ouais, avec des plantes vertes qui grimpaient sur les marches des espèces de temples, je me souviens vaguement. Exactement, tu avais un temple maya où tu avais des locaux qui vénéraient une plante carnivore et ils offraient des jeunes touristes à cette plante carnivore qui c'était tiré d'un livre formidable aussi. Dans le livre, elle parlait la plante en plus. Donc il y avait une dimension Audrey de l'enfer. Et c'est vrai que c'est une tradition. Ça a été très raté dans un film qui s'appelle The Happening de notre ami M. Shyamalan, qui est un spécialiste du twist. Mais là, il n'y avait pas de twist, il y avait juste Mark Wahlberg qui faisait le scientifique le plus improbable de l'histoire du cinéma qui se battait contre des plantes. Et Shyamalan il faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de rendre des plantes menaçantes et effrayantes. Et tu sais, il faisait tout à coup, il décadrait, et il montrait un arbre et t'avais tan tan tan. Et ça faisait pas peur du tout, t'avais juste un arbre. Et avec un contre-champ sur Wahlberg qui essayait d'avoir l'air intelligent, tu vois. Et c'était hallucinant comme film. Je le recommande si tu veux t'en payer une bonne tranche. Mais donc, c'est vrai que les plantes meurtrières, c'est un truc qui existe depuis toujours au cinéma, mais ça peut être plus ou moins réussi. Mm. Et puis, tu avais un truc formidable qui était dans le sketch de Stephen King de Creepshow, La mort solitaire de Lonesome Verrill, où il y avait une météorite qui atterrissait dans son jardin, et petit à petit, il était dévoré par des plantes
Je te rappelle pas, c'était Hmm. fait comme un film muet et tout. Et Stephen King, on faisait des tonnes. Alors là, il ferait passer Ah, Goldblum. si, je me Ouais, souviens, effectivement, il jouait le rôle et puis il était couvert de plantes sur la figure à la fin. exactement. Oui, Il oui. faisait penser un peu à ce que faisait Donofrio dans le premier Men in Black, où il Ça, faisait c'est des génial. Ça, pecnos c'était possédés génial. par. Il était génial, là, ouais, parce que là, il rappelait carrément. Ouais. C'était un mélange de Karloff et de Lon Chaney, tu vois, dans le côté performance d'acteur vraiment extraordinaire. Comme certains grands films d'horreur comme The Shining ou comme Soleil Vert dont on a parlé, celui-ci aussi post-Covid prend une autre résonance. Quand tu vois le Department of Health, quand tu vois ces Cameron Boyle, tu vois, on se rend compte que on pourrait refaire aujourd'hui, à mon avis, une invasion des Mhm. profanateurs. Et de toute Et façon, en, maintenant, et je en crois qu'on fait, les vit. Je te coupe, excuse-moi, mais je crois que ces ouais, films-là, on les vit maintenant ouais, d'une autre manière, puisqu'on a vécu la période Covid. ouais, Donc, nous, on les ressent réellement. Au lieu de se dire c'est un spectacle, c'est un scénario, c'est une invention, on a ouais. vécu quelque chose d'assez proche quand même. Ben Tu vois. c'est ça, qui fait qu'on voit les films de zombies de façon différente. Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, il faudrait inclure la dimension sociale, réseaux sociaux, si tu veux, d'une certaine manière. Ça devrait être l'Instagram des profanateurs, parce que maintenant, avec les cas de fiches, les gens qui sont passés pour d'autres personnes, etc. et tout, ce serait très facile d'avoir une espèce d'invasion Mhm. extraterrestre online, tu vois, à travers les réseaux sociaux, quoi. Donc c'est peut-être ça la prochaine façon de faire ce film qui parle à chaque fois de son époque. Mais moi, c'est un sujet très très fort. C'est vrai qu'il est absolument intemporel et bouleversant. Parce que tu as vu quand Léonard Nimoy lui fait la piqûre pour les faire dormir, parce que moi, ça m'a fait penser beaucoup aussi à Freddy Krueger, où ces gens n'arrêtent pas de prendre du speed et du café pour s'empêcher de Mhm. dormir, pour pas être remplacés là par des cosses géantes. Et dans Freddy Krueger, déchiré par un mec avec un couteau avec des griffes. Avec un gant avec des griffes, pardon, mais là, mais quand il dit à Léonard Nimoy, David, you're killing me. T'as vu, tu me Mhm. tues. C'est assez bouleversant quand même ce qui se passe à Ouais. l'image. C'est un film très très émouvant en fait. Et sur la perte Et d'identité et la perte des gens qu'on aime aussi. ça me fait penser à une réplique dans Pat Garrett et Billy the Kid de Peckinpah, où tu as le kid qui est sur un balcon, tu sais, il vient de s'évader, il tient un fusil contre le député shérif qui est dans la rue, donc Ouais, il le surplombe, tu vois. Et il y a une ouais, voix qui dit, il a tué Belle, il a tué Belle, ouais, le député Belle. Et tu as ouais. l'autre député qui dit, Yeah, and he killed me too, avant que le type le flingue. Très belle réplique. Ah ouais, bah, voilà un film qu'on devrait faire aussi. Mais Ah ouais, alors j'avais là, je j'avais suis oublié client, la moi. dimension. Ouais, c'est un film sublime. J'avais oublié la dimension conte de fées aussi, parce que le film est très nocturne, et puis ces gens qui s'endorment dans tous les sens, c'est la Belle au bois dormant, tu as vu, quand il est entouré de toutes ces cosses, on pense à Jacques et le haricot magique aussi, et il y a Mhm. un sous-texte de conte de fées des frères Grimm qui est très, très présent, et c'est vrai que quand Goldblum est couvert de filaments sur le visage, etc., et que ses yeux s'ouvrent, c'est terrifiant quand même. C'est un très beau maquillage d'effets Oui, spéciaux. c'est très malaisant ce film, c'est très désagréable en fait. C'est cette perte d'identité qu'on sait inéluctable. C'est-à-dire à un moment, Ouais, quand on s'aperçoit que toute la ville de San Francisco est envahie par l'Écosse, ouais, on se ouais. doute bien qu'ils vont pas s'en sortir, nos héros. Ouais, non, c'est vrai. Je vois pas comment. Mais j'adore ce cinéma des années 70 où tout d'un coup, Donald Sutherland pouvait être un héros romantique. Tu as vu, il a une Hmm. scène avec Julie Christie dans Don't Look Now où ils sont au lit, une scène très érotique. Là aussi, il s'embrasse, tu vois, avec Brooke Adams. Et c'est vrai qu'il est formidable. C'est un mec, on y croit, quoi. C'est un vrai mec. Et c'est une dimension très intéressante du film, c'est qu'au fond, à la base, c'est une histoire d'amour. Ouais, C'est un ver de terre amoureux d'une étoile et il ouais, sait qu'il l'aura jamais parce que non seulement elle s'intéresse à lui que comme copain et en plus elle a un mec. ouais, Donc il y a un truc qui est très, très touchant dans le film. Et comme il est timide et qu'il n'ose pas faire le premier pas, etc., ouais. il n'arrive à s'embrasser qu'une fois qu'ils sont traqués dans des tunnels, dans des... Tu vois, c'est C'est très beau. touchant et c'est un truc qui tient le film, je trouve. Ouais, ouais. Mais c'est très moderne aussi. Parce que j'ai imaginé que tu pourrais tout à fait voir ça. La façon dont c'est fait, cette espèce de slow burn, tu pourrais voir ça sur 10 épisodes sur une série Netflix aujourd'hui, sans aucun problème. Par qu'on se ferait chier, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a un problème, c'est sûr, mais c'est comme ça que ça serait fait malheureusement. Parce que là, c'est parfaitement Mm. contenu dans un film qui n'est pas trop long d'ailleurs.
Oui, et comme on l'a fait récemment, moi, toute cette fin m'a beaucoup fait penser à Soleil Vert aussi. Quand ils courent Oui. avec les camions et qu'ils sont poursuivis comme ça et tout. C'est un peu il y a un moment d'ailleurs, ça tire un petit peu en longueur parce que cette poursuite est très nocturne, on finit par plus revoir grand-chose. Et que c'est mieux quand c'est scénarisé, quand tout d'un coup ils se retrouvent face à Léonard Nimoy ou quand ils se retrouvent face à Brooke Adams, c'est beaucoup plus émouvant. Mais les scènes d'action, c'est pas aussi spectaculaire qu'un vrai film d'action, d'une certaine manière. Ce qu'on avait Non, aussi c'est un peu vrai avec que Soleil la Vert. fin, si on peut trouver un défaut, c'est que la fin tire un peu en longueur avant le fameux épilogue, là, mais Ouais. bon, ça va quoi. L'épilogue est tellement puissant que on oublie. Ouais, c'est vrai, mais avec cette destruction de l'antre d'Écosse à la fin, t'as presque une impression de film de James Bond, tu sais, à la fin, quand ils détruisent Ouais, l'antre ouais. du méchant. Et c'est pas ce que je préfère quand t'as des lampes Non. qui commencent à tomber, etc. et tout. Et Surtout que c'est- pour le coup, c'est pas assez spectaculaire. Tu vois ce que je veux dire? voilà. Si ça avait fait flamber tout un quartier, tout le port, je sais pas, tu vois. Mais là, c'est vraiment quelques tables avec des cosses dessus. Il y a des lampes qui leur tombent sur la gueule et c'est bon, c'est pas très très spectaculaire, quoi. Non, c'est vrai. On dirait un laboratoire de drogue où ils font du crystal meth, tu sais, C'est plus vrai, que. j'y ai pensé. Mais ces gens qui repartent chacun avec leur petite cosse dans les bras et tout, et ils sont allés faire leur marché, c'est pas extrêmement effrayant et en même temps il y a quelque chose d'assez effrayant derrière. C'est ça qui est étonnant, c'est peut-être le côté. Oui, c'est la banalité. C'est Voilà, devenu de la c'est la banalité. banalité du truc. Ouais. Bien, merci mon cinébuddies pour ce voyage dans une merveille de la science-fiction, de l'horreur, mais aussi de l'étude sociale. Et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe bon. Merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kino Duo. It's Pod People. Et maintenant, Jean? Jean, c'est moi, j'ai réussi à leur échapper. Jean? Jean?